bonsoir. Cette semaine, l'actualité algérienne met en lumière des enjeux cruciaux, mais aussi des contradictions inquiétantes. Le 23 mars, à l'occasion de la Journée nationale de l'avocat commémorant l'assassinat de Ali Boumendjel en 1957, a rappelé l'importance des défenseurs des droits et libertés. Pourtant, la réalité reste préoccupante. Les atteintes aux droits humains et aux libertés fondamentales persistent et cette célébration ne peut masquer les défis structurels de l'état de droit en Algérie. Sur le plan institutionnel, l'adoption à l'unanimité de la révision constitutionnelle par les deux chambres soulève des interrogations majeures. Si officiellement il s'agit de renforcer les institutions, certains observateurs s'inquiètent des intentions réelles du pouvoir, notamment d'un possible passage à un troisième mandat pour le président Tebboune, fragilisant la confiance dans les mécanismes démocratiques. Dans le domaine économique et énergétique, la visite de Mélanie en Algérie et son point de presse sur la coopération pour l'exploitation du gaz de schiste inquiètent la population. Les promesses de développement occultent les risques environnementaux, rappelant l'épisode de 2015, lorsque les populations du Sud s'étaient massivement opposées à ce projet. L'histoire risque de se répéter si les préoccupations locales ne sont pas entendues. Sur le plan diplomatique, le tableau est contrasté. La visite du ministre espagnol des Affaires étrangères, M. José Manuel Alvarez, est présentée comme un succès, notamment avec la relance du traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération après 4 ans de gel, illustrant l'importance du dialogue. En revanche, la relation avec la France reste piégée dans un cycle répétitif de tensions. Derrière les gestes d'apaisement et les signaux de dégel, la crise est devenue un mode de fonctionnement. La convocation du chargé d'affaires de l'ambassade de France à Alger, après le maintien en détention d'un agent consulaire algérien, souligne l'enlisement d'une relation marquée par des réactions à chaud et des occasions manquées. Entre promesses officielles et inquiétudes populaires, l'Algérie oscille-t-elle vraiment vers une modernisation ou glisse-t-elle vers des dérives autoritaires? Le pays peut-il concilier développement et respect des droits fondamentaux? Ou ses ambitions resteront-elles illusoires? Ces questions demeurent au cœur d'une réalité complexe qui exige vigilance, lucidité et participation citoyenne. Nous en débattrons avec nos invités juste après cette petite introduction. Rétro-info de la semaine. Comme d'habitude, bien sûr, on va revenir sur des questions que vous avez suivies, bien sûr, dans cette petite introduction avec nos invités. Les thèmes qui seront donc abordés dans cette rétrospective de l'actualité de la semaine, Journée nationale de l'avocat et la réalité des droits et libertés en Algérie, adoption de la révision constitutionnelle à l'unanimité par les deux chambres, visite de Mélanie en Algérie, discussion sur la coopération pour l'extraction et l'exploitation du gaz de schiste, convocation du chargé d'affaires de l'ambassade de France à Alger pour protester contre la prolongation de la détention provisoire d'un agent consulaire algérien, les relations algéro-françaises et la visite du ministre des Affaires étrangères espagnol. Avant de commencer la rétrospective, bien sûr, de la semaine, je souhaite rendre un hommage à M. Lamine Zerouel, l'ancien président, bien sûr, que Dieu ait son âme, ancien président algérien et figure majeure des années 1990. Il est décédé à l'âge de 84 ans à Alger, engagé trop tôt dans la lutte pour l'indépendance. Il a progressé dans la hiérarchie militaire avant de devenir ministre de la Défense, puis président en 1994 à la suite d'une élection. Son mandat a été marqué par des efforts de stabilisation et de réconciliation dans un contexte de violence profonde. En 1998, il a surpris en annonçant sa démission anticipée et en organisant une élection présidentielle, avant de se retirer de la vie publique. Sa disparition marque la fin d'un chapitre important de l'histoire contemporaine de l'Algérie. Avant de donner, bien sûr, la parole à nos invités, on va
juste suivre ce petit vidéo qui illustre donc la vie de Yamin Zarwal. L'Algérie perd une figure rare. Yamin Zarwal, homme de crise, s'éteint à l'âge de 84 ans en laissant l'image d'un chef d'État qui, au cœur de la tourmente, aura cherché à rassembler le pays en pleine décennie noire, œuvrant à sa stabilisation. Natif de Batna, Yamin Zarwal était issu des rangs de la LN, l'armée de libération nationale, avant de gravir les échelons de l'armée nationale populaire, après avoir étudié dans les années 70 à l'Académie militaire de Moscou. Il avait occupé en 1993 le poste de ministre de la Défense. En 1994, et alors que l'Algérie traverse l'une des plus tragiques périodes de son histoire, il n'hésite pas à répondre à l'appel de la patrie en acceptant la proposition du HCE, le Haut Comité d'État, qui avait vu en lui un président capable de stabiliser le pays et de gérer la crise sécuritaire. Durant cette période de transition délicate, Yamin Zarwal a cherché à lutter fermement contre le terrorisme tout en ouvrant le dialogue avec ceux qui souhaitaient déposer les armes. L'objectif était d'instaurer la sécurité pour préparer la première élection présidentielle pluraliste dans le pays en novembre 1995. أن تشارك الأحزاب في مؤسسات المرحلة الانتقالية لإيجاد الحلول اللازمة لتهدئة الوضع من أجل العودة إلى المسار الانتخابي. Sorti largement vainqueur du scrutin de 1995, Yamin Zarwal renforce cette approche en institutionnalisant le dialogue, supervisant la rédaction de la Constitution de 1996, lançant des initiatives destinées à favoriser la réconciliation et posant les jalons de la concorde civile. Plus qu'un simple dirigeant, Yamin Zarwal était un véritable homme d'État qui jouissait de la confiance du peuple, car il a su imposer sa vision stratégique visant non seulement le maintien de l'ordre, mais aussi la légitimité et la stabilité de l'État, conciliant ainsi force et compromis. Il a réussi à rétablir les relations internationales de l'Algérie et restaurer l'image du pays écorné par des années de terrorisme. En 1998 et contre toute attente, il décide d'écourter son mandat en organisant des élections présidentielles anticipées en avril 1999. Ce geste rare en politique reflète son attachement à l'intérêt de l'État plutôt qu'à l'ambition personnelle. Il se retire de la vie politique et reste silencieux pendant plusieurs années. Mais son sens des responsabilités l'oblige à sortir de son silence lors du Hirak en 2019. Il appelle au calme et à la raison pour éviter tout dérapage susceptible de plonger le pays dans une crise inextricable. Connu pour sa discrétion, celui qui fut le 4e président de l'Algérie incarnait une certaine idée de l'État, celle d'un homme qui aura préféré le devoir à la lumière et le retrait au pouvoir, plaçant l'Algérie au-dessus de tout. Voilà donc un petit aperçu de la vie de Yamin Zarwal, l'ancien président de la République, Rabbi Rahmou Youssef Ali. J'ai le plaisir d'avoir dans cette émission avec nous ce soir Dr Amira Bouraoui, médecin militante politique. Elle est avec nous depuis Paris par téléphone. Dr Amira Bouraoui, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation au Marhaba Bik. Docteur Amira Bouraoui, est-ce que vous m'entendez? Je vous entends, Nasser. Bonsoir. Ah, bonsoir. Marhaba bik, Amira Bouraoui. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Et puis, je tiens à présenter mes condoléances à tout le peuple algérien et à la famille surtout de Monsieur Yamin Zarwal. J'ai été profondément affectée d'apprendre la nouvelle hier soir. Absolument. On va revenir sur ça, bien sûr, avec vous, docteur Amira Bouraoui, mais aussi juste pour présenter nos invités aussi de cette émission. Docteur Sidi Mnad Sihmed, expert senior auprès des Nations Unies pour le climat et l'ozone, est avec nous aussi depuis la capitale autrichienne, Vienne, via Skype. Docteur Sidi Mnad, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir, c'est Nassar. Merci pour l'invitation.
et mes respects et mon admiration à Madame Bouraoui, que je suis de temps à autre, en tout cas ses interventions toujours aussi pertinentes et aussi percutantes. Je ne sais pas si vous allez me demander quelque chose sur la disparition de M. Lamine Zeroual ou ce sera pour plus tard. Absolument. Je vais vous demander juste après la présentation des invités, Dr Sidi Mned, je vous remercie d'avoir accepté l'invitation. Nazim Taleb aussi, membre du secrétaire de Rachad, qui est avec nous depuis Paris via Skype. Nazim Taleb, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, c'est Nazim. Bonsoir, c'est Nasser. Bonsoir à vos invités et à tous vos téléspectateurs. Merci Nazim. On a aussi le plaisir d'avoir Azdine Toumi, qui est militant politique. Il est avec nous aussi depuis Paris via Skype. Azdine Toumi, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, c'est Azdine. Bonsoir, cher Abi Nassar. Bonsoir à tous vos invités. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci pour votre invitation. Merci beaucoup, Azdine. Merci d'avoir accepté l'invitation. Très, très content de vous avoir tous dans cette émission. Et j'espère que vous allez éclairer, bien sûr, par vos analyses aussi pertinentes. Et là, je parle de tout le monde, l'opinion publique, mais aussi les téléspectateurs qui nous suivent. Amira Bouraoui, je vais commencer cette émission avec vous et bien sûr, la disparition de l'ancien président Lamine Zeroual, Rabbi Yarhamou Youssa Aleh. Amira Bouraoui, on va voir juste le post que vous avez donc posté sur Facebook. Et là, on est en train de le voir. Zeroual a quitté son poste de président car il ne se sentait plus président à part entière. J'ai un témoignage de mon père qui était professeur en cardiologie, chef de service et directeur de l'hôpital Ain Naja, qui était allé voir Zeroual pour lui dire qu'un certain général Ghnim, un culte entre guillemets, mais père d'un étudiant de médecine, à qui il voulait faire décrocher le module de cardiologie. Papa l'ayant envoyé bouler s'est vu subir ce général débile. Quand papa a vu Zeroual, ce dernier lui a dit « Ils sont plus forts que moi ». Papa, ce jour-là, a retiré sa casquette de colonel de l'armée et il est devenu juste un professeur de cardiologie. Paix à leur âme. Fin de citation. Amira Bouraoui, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Ce que je peux dire, c'est que d'abord, c'est un homme que je respecte beaucoup, que j'ai eu à critiquer parfois, parce que finalement, l'héritage qu'on a eu après son départ a été très très lourd à porter. Zeroual a été l'homme qui a œuvré de beaucoup de sagesse, et il en faut dans des situations très très difficiles qu'a traversé l'Algérie. Mais son départ, je pense qu'il était dû à des pressions et qu'il n'arrivait pas à être président à part entière, et je pense qu'il s'est retiré pour ne pas rajouter une autre couche d'instabilité alors qu'on passait par des moments très très difficiles. J'ai raconté cette anecdote parce que ça m'était resté, c'était resté dans la tête de la jeune femme que j'étais, ou jeune fille à l'époque. Mais effectivement, enfin, il n'y a pas que dans la génération de mon père ou la génération des officiers, il y en a beaucoup des gens intègres, des gens qui sont instruits. Ils ont énormément subi des généraux d'une autre génération qui avaient un mode de commandement très très musculaire, et on en a connu quelques-uns, hein. Et mais il faut pas effacer d'officiers honnêtes comme a pu l'être Lamine Zeroual, et qui avec beaucoup d'humilité se fait enterrer aujourd'hui à Batna. C'est vrai que c'est pas quelqu'un qui était amoureux du pouvoir, mais il était amoureux de l'Algérie, et je pense qu'il a fait ce qu'il a pu à ce moment-là, et je pense qu'il a évité une talibanisation de l'Algérie, car on allait vers ça. Donc voilà, j'ai juste raconté une anecdote. Très bien. Restez avec nous, docteur Amira Bouraoui. Docteur Sidi Mned, la même question, je sais que vous voulez aussi donner votre avis par rapport à cette disparition de Lamine Zeroual. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Pas spécialement, pour être honnête avec toi, c'est Nasser, mais d'abord paix à son âme. C'est évident qu'on dise que c'est un homme sage, que c'était un homme modeste, je n'en disconviens pas. Mais la question qu'on devrait tous se poser, à mon avis, était-il un homme de pouvoir ou un homme du pouvoir? Parce qu'on lui attribue beaucoup de choses pendant son mandat. Est-ce que c'est vraiment lui qui a conduit les affaires du pays, auquel cas, effectivement, on devrait rendre hommage à ces petites victoires, appelons-les comme ça, mais bon, peut-être qu'il y est pour quelque chose aussi, certainement. Je ne veux nullement critiquer le parcours de M. Lamine Zeroual, d'autant plus qu'il est un ancien moudjahid. Donc, ne serait-ce que de par cette qualité, il mérite tout notre respect, tous en tant que peuple algérien, je dirais. Et notamment moi qui suis enfant de la guerre, et donc je peux comprendre très bien tout le sacrifice qui a pu être consenti par Lamine Zeroual, comme l'ont été nos parents, nos frères, nos mères, etc. Maintenant, encore une fois, je reviens un peu au communiqué, je ne sais pas comment on peut appeler ça, de le NTV, qui occulte beaucoup de choses de M. Lamine Zeroual. D'abord, il dit qu'il a été le 4e président, ça veut dire que quelque part, on a mis de côté peut-être M. Boudiaf, parce que si on compte M. Boudiaf et ceux qui ont été avant lui, peut-être aussi, ben, il n'était pas le 4e président. Mais bref, ceci est un détail qui a peut-être son importance. Puis on nous dit il a écourté son mandat. Le mot démission n'y est pas, parce que c'est un mot qui est presque tabou en Algérie, il faut le dire. Ça veut dire que quelque part, certainement, si c'était de son bon vouloir, ça veut dire qu'effectivement, il ne se sentait plus dans ce moule de président qui pouvait éventuellement changer la donne dans le pays. Et simplement, moi, je remarque une chose, lorsqu'on écourte ou on démissionne, selon le cas, on aurait aimé qu'on nous explique pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ça avait, je me souviens, c'était en 98, donc au début de l'année 99, ça avait alimenté beaucoup de rumeurs, beaucoup de spéculations, et qui pouvaient être dangereuses aussi. Et vous pensez donc, docteur Sidi Mnad, vous pensez qu'il aurait pu donner plus d'informations par rapport à sa démission? C'est ce que vous êtes en train de dire. Certainement, c'est ça. Lorsqu'on parle justement de cette volonté de servir le pays, il faut aller jusqu'au bout des choses. Et encore une fois, je me pose la question, est-ce qu'il était l'homme de pouvoir qu'on veut lui prêter aujourd'hui, ou il a été juste un homme du pouvoir qu'on a ramené, qu'on a certainement essayé de guider à travers les méandres de la politique et du pouvoir, on ne sait par qui, d'autant plus que le HCE, souvenez-vous, d'abord c'est le HCE qui l'a ramené, c'est tout dire, c'est une symbolique très forte. Il a été nommé ministre de la Défense. Ministre de la Défense, et après on lui a 94. On l'a fait élire. Moi je me souviens, c'était en 99, j'étais donc à Vienne au niveau de l'ambassade, et tout le monde disait que bon, c'est lui qui va passer. Et je me souviens même de l'ambassadeur de l'époque, il a dit j'espère qu'il va passer, mais au moins au deuxième tour. Comme ça, on ne va pas encore nous dire pourquoi c'est lui. C'est dire un petit peu les choses, comment elles se déroulaient. Donc, il faut dire les choses telles qu'elles sont. L'homme en lui-même était certainement honnête, il l'a démontré. L'homme était intègre, il l'a démontré. Et ça, c'est très important dans la vie d'un homme. Il ne faut pas minimiser ça. Mais par la suite, ce qui s'est passé, il est resté silencieux. Ça aussi, c'est un problème, parce que ce qui s'est passé avec Bouteflika, par exemple, et Mme Bouraoui le sait très bien, n'était pas des choses qu'on pouvait taire.
surtout en tant qu'ancien chef de l'État. Puis par la suite, il a intervenu durant le Hirak, mais soyons sérieux, c'était pas une intervention telle quelle, mais bon, il a tenu à apporter un petit témoignage et demander à éviter qu'il y ait des troubles, ce qui n'était pas le cas, puisque le Hirak avait été d'un pacifisme exemplaire. Donc moi, je ne veux pas non plus m'étaler là-dessus, encore une fois, paix à son âme, toutes mes condoléances à sa famille, et au peuple algérien, parce qu'il appartient aussi au peuple algérien. Voilà ce que je voulais dire à Sina. Très bien, très bien. Restez avec nous, docteur Sidi Mennad. Nazim Taleb, qu'est-ce que vous en pensez, c'est Nazim? Bon, encore une fois, moi je ne parlerai pas de l'homme, moi je parlerai plutôt de la fonction et l'héritage qu'on a de la période de Lamin Zerouel. La personne, moi, personnellement, je ne connais pas. Je connais un officier de l'armée qui m'a plusieurs fois dit à quel point cette personne, c'est-à-dire Lamin Zerouel, était honnête dans sa vie quotidienne, c'est-à-dire etc. Mais à part ça, je ne connais pas plus que ça. Bon, en tout cas, sur la fonction ou la période dans laquelle... Alors déjà... Quand il a pris le pouvoir, on va dire, ou quand il a été élu président le 16 novembre 1995, mais avant, quand il a été désigné comme ministre de la Défense en 1994, il faut rappeler quand même le contexte, c'est-à-dire qu'une Algérie où la mafia politico-financière avait de son poids liquidé un président de son peuple. Il est venu dans ce contexte-là, sachant que ceux qui ont fait rentrer l'Algérie dans ce tourbillon de violence, de terrorisme, étaient ceux qui l'ont ramené. Donc ça, il ne pouvait quand même pas l'ignorer. Il a critiqué la réunion de Saint-Égidio, qui a réuni plusieurs partis politiques. Et il a parlé d'émictions internationales, alors que c'était quand même des partis algériens qui ont eu, bien sûr, effectivement, se sont réunis à Saint-Égidio, mais c'était 100% algérien. En 95. Saint-Égidio, non, je crois que c'était en 95, je crois, que Saint-Égidio, non? Je crois que 95. Donc, sous sa présidence, la violence a tout simplement pris des proportions tout à fait alarmantes, catastrophiques. Et là, sous sa présidence, c'était les meurtres de masse, des tueries de masse, des tortures, des exécutions sommaires, des disparitions. Donc, c'est pour ça que moi, je ne parle pas de l'homme, mais je parle de la fonction qu'il a occupée et ce qu'on va hériter de cette période-là. On hérite en fait une Algérie complètement dans le chaos le plus total. Lui, en tant que président, sait que, rappelez-vous quand même que son premier ministre, c'était Ouihia. Sous sa présidence, le RND, qui venait de se constituer, a raflé la deuxième position lors des élections législatives. Il savait très bien que les généraux étaient impliqués dans des meurtres de masse, tel que ça a été reporté par Ben Hadid d'ailleurs, et bien d'autres généraux. Et finalement, ce que disait M. Mennad, c'est très juste. Est-ce que c'était un homme de pouvoir ou un homme du pouvoir? Je crois que c'est ni l'un ni l'autre. Je crois que c'est juste quelqu'un qu'on a utilisé comme un Kleenex et qu'on a jeté comme un Kleenex. Parce que je crois que c'est pas un homme de pouvoir ni du pouvoir, parce que d'ailleurs, il était, rappelons-nous, il était ambassadeur en Roumanie, c'est lui qui a démissionné. Je crois qu'à un moment donné, il voulait pas. Lui, il était peut-être bien comme dans un grade militaire, il applique les ordres, il donne les ordres et c'est tout. C'est-à-dire, c'est quelqu'un de très simple dans sa vie, et d'ailleurs sa vie était très simple, c'est-à-dire que quand il est revenu dans la société civile, il n'a pas fait de remous, si ce n'est peut-être ses enfants, mais lui, on savait, c'était
Qahwa domine, et puis c'est tout. Hein. Je veux dire, encore une fois, je ne parle pas de la personne, mais c'est quelqu'un de sans envergure, sans poigne, quand il fait face à la difficulté, il démissionne. Il n'a jamais fait face aux généraux qui sont à l'origine de la catastrophe qu'a vécu l'Algérie, notamment avec le coup d'État de 91 et l'assassinat de Boudiaf en 92. Donc, encore une fois, je dis bien, moi je parle de la fonction, je ne parle pas de la personne. Je dirais que ça a été quand même un président qui n'a pas eu le courage de vraiment déterminer les responsables de la tragédie algérienne. Et je crois qu'il ne pouvait pas le faire parce que, encore une fois, c'était quelqu'un qui était désigné pour faire une mission, accomplir une mission. Et d'ailleurs, il l'a accompli en écourtant son mandat et laissé place à une autre mascarade électorale où on a vu Bouteflika prendre les commandes de l'Algérie en 99. Très bien. Restez avec nous, Nazim Taleb. Azdin Toumi. D'abord, moi aussi, je rejoins vos invités. On fait la séparation entre l'homme qu'il a été et le responsable politique ou le responsable tout court qu'il a été aussi. En qualité d'homme, je tiens à présenter mes condoléances à sa famille, ses proches, ses amis, et puis à tout le pays. Après, en tant que responsable, c'est vrai que moi, je vois que ça a passé par trois étapes. La première étape était celle de sa venue au pouvoir, en 1994. Il a été désigné comme chef de l'État. Puis, il y a eu une mascarade électorale en 1995 qui a fait de lui un président de la République. Donc, c'est une venue qui n'est pas démocratique, ça c'est clair. Moi, je reste profondément attaché à ce principe qui est le suffrage universel, qui est l'alternance démocratique au pouvoir. Donc après, pendant cette période-là, qui était de 5 ans en fait, de 94 jusqu'à 99, c'est vrai qu'il a écourté son mandat de président de la République, mais en tout cas, si on fait le cumul, il était à la tête de l'État pendant un peu plus de 5 ans quand même. Du coup, c'est une période sombre. C'est une période, il y a eu beaucoup de morts d'Algériens, il y a eu beaucoup de souffrances, beaucoup de douleurs, beaucoup de disparus. Il y a eu beaucoup de mal. Donc, le pays a passé une période difficile et je rejoins les amis. Lamine Zarouane ne s'est jamais prononcé sur cette période-là, ni à essayer d'écrire quoi que ce soit sur la manière dont il a géré les affaires de l'État, éclairer un petit peu l'opinion publique sur ce qui s'est passé dans cette période-là, parce qu'elle reste quand même jusqu'à aujourd'hui l'une des périodes les plus sombres de notre histoire, notamment de l'Algérie indépendante. Après, il y a la dernière étape, c'est celle où il a décidé de partir. Il a livré le pays à Bouteflika. Donc, Bouteflika est venu après lui. On a vu 20 ans après, ça a débouché sur quoi? Il a une responsabilité historique de ne pas recevoir les candidats qui se sont retirés des élections, la veille des élections, dont Aït Ahmed, par exemple. Et Aït Ahmed lui-même avait donné son témoignage sur sa venue en Algérie quand il a été reçu par Lamine Zarouane et qui lui a donné des garanties quant à l'élection présidentielle de 1999. Et ces garanties, elles étaient relatives au déroulement des élections, qu'elles seraient transparentes, démocratiques, etc. Et quand la fraude avait déjà commencé, donc ils ont demandé à le voir, il a refusé de les recevoir. Moi, je pense que c'est une responsabilité historique. Elle va rester comme ça dans son histoire.
Et puis, pendant la période où il était au pouvoir, souvenons-nous de ces élections où il y a eu une fraude impressionnante, que ce soit les présidentielles de 95 ou les législatives de 97, où il y a eu fraude à outrance. Ça aussi, ça reste parce que même si moi, je ne connais pas l'homme, mais même il est resté en Algérie. D'abord, il est mort en Algérie, Rabbi yarhamou, et il sera enterré dans son village natal comme Aït Ahmed. Donc, c'est un homme qui est resté attaché à ce principe de simplicité ou d'être dans la société ordinaire, si je puis dire. Mais en tout cas, sur le plan de responsabilité, l'histoire ne retiendra que ça. Voilà, donc tout ce qui est lié à sa carrière politique et de responsable, où malheureusement, c'est une période où il n'y avait pas de place pour la démocratie, ni pour les libertés. Et puis, moi, je pense aussi que c'était un plan qui est venu sauver un petit peu le plan du pouvoir à l'époque, qui était parce que c'était prévu que Bouteflika allait venir en 94. Donc, Zaroual avait été dépêché pour prendre le relais jusqu'à 99, mais finalement, c'était juste une parenthèse qui a été ouverte puis refermée. Mais sinon, c'était dès le début, le plan Bouteflika était déjà sur la table. Très bien. Restez avec nous, Azedine Toumi. Bien sûr, on peut dire que Rabbi yarhamou yuwassi' alayh, chacun, bien sûr, a sa vision des choses par rapport à la personne et l'ancien président, donc Yamin Zaroual, qui est décédé donc hier à l'âge de 84 ans. Rabbi yarhamou yuwassi' alayh. On va essayer de revenir, bien sûr, à l'actualité algérienne. Et cette semaine, c'était l'occasion de la journée nationale de l'avocat, commémorant donc l'assassinat de Ali Boumendjel en 1957. Rabbi yarhamou. La question qu'on pose aussi, c'est la situation des droits et libertés en Algérie. Je donnerai la parole à nos invités juste après cette petite vidéo. Voilà, ces images que vous avez vues, c'était la marche des avocats, donc pendant le Hirak. Amira Bouraoui, j'espère que vous êtes toujours avec nous, Amira Bouraoui. La question, bien sûr, des droits et libertés en Algérie a été tout le temps soulevée depuis l'avènement du chef de l'État, Abdelmadjid Tebboune, et vous étiez donc très critique par rapport à cette question. Qu'est-ce qu'on peut dire en 2026 quand on parle des libertés et des droits de l'homme en Algérie? Amira Bouraoui, est-ce que vous m'entendez? Je pense qu'on a perdu le docteur Amira Bouraoui. Docteur Sidi Mnad, je vais commencer cette question avec vous. Bien sûr, on a souvent fait des émissions où vous étiez bien sûr présent et parlé de la situation politique de notre pays, mais aussi la question aussi des droits de l'homme et des libertés en Algérie. Souvent, le tableau est très, bien sûr, négatif quand on parle des questions de liberté et des droits de l'homme. Je pense qu'on est en train de me dire à l'oreillette que Amira Bouraoui est de retour. Docteur Amira Bouraoui, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends, on a été coupé. On a été coupé, désolé, on s'excuse. Il n'y a pas de souci. J'ai passé donc une petite vidéo des avocats pendant le Hirak. La question qu'on se pose, bien sûr, à l'occasion de la journée nationale de l'avocat cette semaine, qui coïncide donc le 23 mars de chaque année, commémorant l'assassinat de Ali Boumendjel en 1957. Qu'est-ce qu'on peut dire quand on parle des droits et libertés en Algérie? Depuis 2019, bien sûr,
vous étiez très critique de ces questions quand on parle des libertés, droits et des droits de l'homme en Algérie. Vous étiez même emprisonné en Algérie. Qu'est-ce que vous pouvez dire, Dr Amira Bouraoui? Que ça n'a pas changé depuis, parce que et encore c'est pire aujourd'hui, parce que les premiers temps il y avait certains médias qui évoquaient les détenus d'opinion. Aujourd'hui nul n'en parle. Les gens croupissent en prison depuis des années. Je parle du journaliste Abdelouakil Blam, l'enseignante d'université Mira Moknesh, et beaucoup d'autres, et ceux qui sont à l'extérieur et en Algérie subissent des pressions incroyables. Il y a Abdelkrim Zrilch qui a 2 procès demain, il a plusieurs procès sur plusieurs jours, et je connais ce système. En fait, c'est soit on vous met derrière les barreaux pour vous faire taire, et par contre si on vous laisse en liberté, on essaye de vous rendre fou, en fait, parce que j'ai vécu ce qu'il est en train de vivre. Abdelkrim Zrilch et beaucoup d'autres qui osent encore parler, et encore il y en a plus beaucoup qui osent s'exprimer aujourd'hui. En fait, on vous envoie tous les jours des policiers chez vous, en dehors des heures de travail, qui débarquent à 18h, à 19h pour vous ramener des convocations. On vous convoque dans 2 procès différents, dans 2 wilayas différentes. J'ai eu à avoir un procès le même jour, un lundi à 9h du matin au tribunal de Cheraga, et le même jour à 9h du matin à la même heure au tribunal de Tipaza. C'est-à-dire on tente de, comme il le dit si bien, Zrilch actuellement, parce qu'il est à bout, on tente de vous faire un arrêt cardiaque, comme il y a eu beaucoup de militants qui sont morts jeunes, parce que toute cette pression, c'est très très difficile de la subir au continu et pendant des années. Donc rien n'a changé. Je tiens quand même à saluer, bien sûr, tous les avocats qui sont restés aux côtés des militants du Hirak, qui continuent jusqu'au jour d'aujourd'hui à aller leur rendre visite, même si ça donne pas de résultats, hormis tenir leur morale au beau fixe. Je tiens à rendre hommage à Maître Saïd Zahi, qui continue quand même à dénoncer, à Fetta Sadat, et à plein d'autres avocats qui continuent à soutenir ces militants. Donc, vous pensez que la situation est très critique quand on parle de ces questions? Elle est davantage qu'elle ne l'a été en post-Hirak immédiat. Elle est davantage, pourquoi? Parce que en post-Hirak immédiat, quand les militants se faisaient jeter en prison, il y avait encore des gens qui osaient dénoncer, qui en parlaient. Il y avait quelques médias qui le faisaient encore, avant qu'on ne ferme Radio M, où j'ai été présentatrice du Café Presse Politique. Il n'y avait pas un jour où on n'évoquait pas les détenus d'opinion derrière les barreaux. Aujourd'hui, ils sont les oubliés du Hirak. Ils sont les oubliés. Très bien, merci beaucoup Amira Bouraoui. Je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps et je vous remercie pour votre intervention. Dr Amira Bouraoui, médecin et militante politique, vous étiez avec nous depuis Paris. Dr Sidi Mennad, qu'est-ce que vous en pensez? Bien sûr, quand on parle de ces questions, Dr Amira Bouraoui a soulevé le cas, bien sûr, de Abdelkrim Zrilch, qui a, je pense, presque 5 procès pendant quelques jours. Elle a rappelé aussi le sort de Hakim Debbazi, Rabbi Rahmou, qui était mort en prison en 2022. Mais aussi la situation est très inquiétante quand on parle des libertés et des droits de l'homme en Algérie. Dr Sidi Mennad. Oui, bien sûr, tout d'abord, tout mon respect et toute mon admiration à tous ces avocats qui continuent à défendre contre vents et marées les détenus d'opinion, ceux qui sont harcelés juridiquement, toute personne qui tombe sous le coup sous les couches, les fourches codines de la justice, mais je ne peux pas dire plus que ce qu'a dit Madame Bouraoui, parce qu'effectivement rien n'a changé. Elle a parlé de Maître Saïd Zahi ou encore Maître Nabil Asmaïl. Je leur trouve beaucoup de courage de continuer à s'exprimer, malgré, je dirais, toutes les menaces qui pourraient peser sur eux. Mais malheureusement, on se trouve dans une situation très très critique. On emprisonne des journalistes, on emprisonne des universitaires, on emprisonne des avocats,
on emprisonne des citoyens qui ont comme tort d'aimer leur pays, qui quelque part ont exprimé, même pas exprimé, on fait semble-t-il, comme on l'appelle dans le jargon des réseaux sociaux, un like qui quelque part n'était pas disons, conforme aux desiderata d'un pouvoir on est en dictature. Il faut pas avoir peur des mots. C'est une dictature véritable. Et d'ailleurs, on le voit chaque jour, c'est un pouvoir qui se renforce, qui ne lâche pas un seul millimètre de terrain. Même au niveau donc des amnisties, ou appelons ça comme on veut, je ne sais même pas comment on peut appeler cela, pendant l'Aïd, le 5 juillet, etc. On relâche des détenus de droit commun, mais pratiquement aucun geste vers les détenus d'opinion. Ils ont peur de quoi ? Ils ont peur qu'un journaliste leur fasse encore de l'ombre, ou une universitaire. Universitaire, sa place est à l'université. Mira Mouknache, elle doit être à l'université, elle doit être en train d'enseigner à nos étudiants. C'est quand même pas normal. Les avocats sont là aussi. Leur devoir, c'est d'aller défendre les citoyens algériens, et non pas d'être en prison pour telle ou telle raison. Et j'en passe. C'est-à-dire, elle a signalé le cas de Abdelkrim Zrilech, avec qui j'ai eu le privilège d'échanger, et qui effectivement est dans une situation désespérée. Ce qu'on est en train de lui faire subir est inhumain, quelque chose qu'on ne souhaiterait pas à nos pires ennemis. Et ce harcèlement dont il fait l'objet, est une honte pour ce pouvoir qui n'arrête pas de nous raconter, je dirais, d'autres histoires que celles qu'on est en train de vivre nous-mêmes. C'est quand même parler de droits humains aujourd'hui n'existe plus. Aujourd'hui, vous pouvez être arrêté pour n'importe quel prétexte. On est même arrêté que lorsqu'on exprime une opinion scientifique. Vous vous rendez compte où est-ce qu'on en est arrivé? Ça veut dire que c'est un pouvoir qui est aux abois, qui ne veut rien lâcher, et il nous fait même des petites révisions de constitution, on ne sait même pas comment, de quelle manière, des passages en force à tout moment, des lois qui... Rendez-vous compte que ça ne se voit nulle part ailleurs dans le monde. On arrive à faire voter 4-5 lois dans la journée. C'est qui ces députés c'est des superman qui comprennent tout, des questions juridiques, je dirais, des conséquences de tel ou tel article de loi, et et en plus cette fois-ci c'est encore plus, je dirais, caractéristique de la peur de ce pouvoir, c'est ces députés qui votent à l'unanimité, c'est-à-dire il n'y a pas un seul nom. Je crois qu'en Corée du Nord ça n'existe pas. Alors là, on doit vraiment nous inquiéter, et surtout continuer à dénoncer toutes ce n'est plus des dérives, c'est des dangers mortels qui sont en train de guetter notre pays. Voilà ce que j'ai à dire. Restez avec nous, Dr Sidi Mennet, puisque vous avez soulevé aussi donc la question de l'adoption de la révision constitutionnelle à l'unanimité par les deux chambres cette semaine, et bien sûr beaucoup de questions ont été soulevées par les observateurs. Pourquoi? On va écouter dans ce passage le ministre de la Justice, Lotfi Boudjma. وبعد مضي أكثر من 5 سنوات من صدور الدستور 2020 وإثر استكمال البناء المؤسساتي المنبثق عنه، أبانت الممارسة الميدانية في تنظيم وسير بعض المؤسسات الدستورية والهيئات العمومية ضرورة تحسين بعض الجوانب التقنية المحضة في أحكامه، وهو الأمر الذي يهدف إليه مشروع هذا التعديل الدستوري. وبعد أن أبدت المحكمة الدستورية رأيا معللا مفاده أن مشروع التعديل الدستوري المطروح أمامكم لا يمس البتة بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما،
ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية. Voilà, donc la révision constitutionnelle. Nazim Taleb, qu'est-ce que vous en pensez? Bien sûr, on en a parlé cette semaine, et il y a eu des critiques, mais aussi des questions qui ont été soulevées. Pourquoi donc cette révision technique, nous dit-on, de la Constitution? Est-ce que c'est un passage pour un troisième mandat? La question a été posée aussi par beaucoup d'observateurs. Qu'est-ce que vous en pensez, Nazim Taleb? Bon, les raisons pourquoi, on ne peut pas le savoir, parce que le régime algérien, c'est une boîte noire. Donc, encore une fois, les raisons, le pour et le pourquoi. Mais je crois que l'important, et qui n'a pas été souvent soulevé, voire rarement, c'est la possibilité d'envoyer des forces armées algériennes à l'extérieur du territoire algérien avec le vote de 2/3 du Parlement. Et ça, je crois que il n'y a pas beaucoup de journaux qui en parlent, et je crois que c'est un petit peu ça, je veux dire, le truc qui est caché, c'est ça qui est généralement voulu. Parce que les autres, comme le ministre l'a dit, c'est des modifications techniques sans grande importance, pouvoir demander des élections locales anticipées, ou que l'autorité pour le contrôle des élections va s'occuper que de la collecte, mais pas de tout ce qui est logistique et matériel. Bon, ça, c'est des détails. Comme votre invité l'a dit, on est dans une dictature. Et en fait, la vraie question qu'on doit se poser, à quoi ça sert la Constitution en Algérie? Ou même les lois en Algérie? C'est ça la vraie question qu'on devrait se poser. Est-ce qu'en Algérie, la Constitution sert à quelque chose? La question qu'on devrait aussi se poser, est-ce que les lois en Algérie servent à quelque chose? Dans la réalité, dans le terrain, ça ne sert strictement à rien du tout. Parce que les lois ne s'appliquent que par téléphone. C'est-à-dire, vous avez une loi, la personne se présente, et il suffit qu'une personne haut placée téléphone au juge, et il est relaxé, ou bien il est emprisonné. On a vu combien de modifications constitutionnelles, quand le président est limité par le nombre de mandats, il change la Constitution. Finalement, la Constitution, c'est juste un torchon qu'on utilise, et qu'on est en fait, finalement, on perd de l'argent et de la communication, et à faire des séances au niveau du Parlement et du Sénat. Ça, c'est que de la façade. En réalité, ils devraient économiser ça, parce qu'on sait que l'Algérie, c'est une dictature. Ils n'ont même pas la peine ils n'ont qu'à faire comme, clairement, comme Kim Jong-un, directement dire on est une dictature, on va pas faire de parlement, on va pas faire de sénat, on va pas faire de constitution, c'est moi le président et une poignée de généraux qui gouvernent l'Algérie. Ils vont au moins économiser en budget de fonctionnement du parlement, du sénat, et faire des articles et des reportages à la télé. Ça, au moins, ça c'est clair, parce que tout le monde le sait qu'en Algérie, il n'y a pas la constitution ne sert à rien, les lois ne servent à rien. C'est un État dictatorial dirigé par une poignée de militaires qui font ce qu'ils veulent, quand ils veulent, et le peuple n'est jamais consulté. D'ailleurs, remarquez quand même qu'on fait une modification constitutionnelle, même sur ces aspects techniques, personne n'est consulté. Personne. Et encore une fois, comme ça a été très bien soulevé, c'est à l'unanimité. C'est-à-dire que même dans les dictatures, c'est-à-dire même quand ils veulent faire de la façade, ils vont dire, bon, 70, 80, 90, même pas, à l'unanimité, 100%. À quoi ça sert d'avoir un Parlement et un Sénat? Pourquoi payer autant de gens? Faites une dictature comme à l'époque, et puis c'est tout. Au moins, on va économiser de l'argent pour le fonctionnement de l'État. Bien, Nazim. Reste avec nous, Nazim Taleb.
Je pense qu'on va prendre une petite pause, donc, et on va revenir avec, bien sûr, la question qui sera posée à Azdine Toumi, toujours sur la question de la révision donc, technique de la Constitution, qui a été votée à l'unanimité cette semaine. On a entendu l'analyse de Dr Sidi Mennad, mais aussi de Nazim Taleb. Restez avec nous, on va revenir juste dans un petit moment.